Bienvenue au podcast Oser. Je suis très heureuse et ravie de recevoir aujourd'hui Nadine Renaud-Tinker, présidente de la Banque Royale RBC. Bonjour Nadine, bienvenue. Merci Abby, un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je suis tellement contente de te recevoir, honnêtement. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau podcast. Je vais commencer directement dans le vif du sujet. On parle souvent de ce plafond de verre que certaines femmes doivent défoncer. Je pense qu'il y a certaines femmes qui ont cette ambition, cette volonté de faire partie de ce groupe privilégié des pionnières. Je pense qu'il y a d'autres femmes aussi qui ont peut-être pas peur, mais qui ont peut-être des fois besoin de voir d'autres femmes réussir, l'avoir fait avant de se dire que, peut-être que moi aussi, je pourrais le faire, je serais capable. Quel mot te vient en tête aujourd'hui quand tu penses à ces femmes, à ces jeunes femmes qui te regardent et qui se disent une jeune femme présidente avec 2 enfants, wow, peut-être que moi aussi, un jour, je pourrais y arriver. Oui. C'est une question qui m'est souvent posée également, et la curiosité derrière, mais comment c'est possible? Mais c'est possible. Alors, je suis là pour vous dire que c'est absolument possible. Déjà, comme si j'avais un mot à définir, évidemment, j'utiliserais ton propre mot oser, parce que effectivement, c'est tout à fait possible. Et aussi comme être confortable de constamment se sortir de sa zone de confort, parce qu'il n'y a rien qui est facile pour personne. Puis de comprendre que il faut prendre des risques dans la vie pour pouvoir aller où on veut aller puis accomplir ce qu'on veut faire. Alors, ce serait comme, si tu veux, comme mes 2 petits conseils pour commencer, vraiment sortir de sa zone de confort constamment et être préparé à que ça soit pas parfait, à que ça soit pas facile, et s'organiser pour que ça fonctionne. C'est possible en s'entourant bien de support autour de nous. Alors, ce serait mes premiers petits mots de conseil. Établir ce que vous cherchez faire et aller foncer. Ça serait oser et foncer. Oser et foncer. Tu as parlé de sortir de sa zone de confort. Quand on lit ton parcours, on découvre, je suis tombée sur un article de la presse qui disait de caissière à présidente. J'ose imaginer que ça se fait pas en claquant des doigts. Je pense que c'est la meilleure illustration de l'ascension. Est-ce que ça faisait partie de tes ambitions ou le parcours t'a naturellement amené là? Oui, j'ai toujours eu des grandes ambitions, mais je voyais pas ma vie comme linéaire, que ce soit ma vie personnelle ou ma vie en affaires. Je voyais plus... j'aime ça. Bon, premièrement, j'aime apprendre. J'aime ça être en constante croissance et me challenger constamment. Heureusement, d'ailleurs, je serais mal placée sinon. Mais vraiment, je cherchais toujours à croître personnellement et à me donner des défis, voir ce que je suis capable d'accomplir. En fait, quand tu n'essayes pas quelque chose, puis encore ça revient à la zone de confort, plus tu fais des nouvelles choses, plus tu sors de ta zone de confort, plus tu fais des choses que tu penserais pas tu serais capable de faire, que ce soit au niveau de ta carrière, mais plus tu grandis et plus tu vois que tu es capable d'aller encore plus loin. Puis pour moi, ça me donne de l'énergie, mais aussi un grand sentiment de fierté, parce qu'effectivement, c'est pas du jour au lendemain que tu deviens présidente d'une compagnie comme à RBC et de gérer. Ici, au Québec, on est 7000 employés à RBC. Puis ça couvre un grand nombre de lignes d'affaires. Ça couvre la planification financière, ça couvre tout ce qui est le réseau de succursales, ça couvre tout ce qui est entreprise, commerciale, ça couvre aussi la gestion de patrimoine. C'est un rôle qui couvre énormément au niveau de la business, des employés et des clients et de la communauté. Alors, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Alors, moi, je dis tout le temps, en 25 ans de carrière à RBC, quand j'ai commencé comme conseillère à la clientèle, chaque rôle, pour moi, a été une opportunité pour pouvoir m'amener où je suis aujourd'hui. Et c'est ce que j'en ai fait. Puis j'ai voulu constamment grandir, constamment me donner des challenges, constamment apprendre. Puis quand je suis rentrée dans des rôles de leadership, c'est là que j'ai commencé à développer cette soif pour développer puis aider les autres, puis vraiment rechercher cet impact que je voulais avoir sur les autres autour de moi, puis travailler la vision, puis où est-ce qu'on s'en va. Alors, c'est 25 ans, Abby, c'est 25 ans d'entrevue, c'est comme ça que je le dis. T'arrives pas là tout seul, mais en même temps, j'ai tellement pu faire plein de rôles, puis plein
plein d'opportunités. Je me suis sortie de ma zone de confort dans les rôles, mais aussi j'ai beaucoup déménagé. Je me suis promenée, j'ai pris des rôles que je n'aurais pas nécessairement pris. C'était pas nécessairement dans ma liste de choses que je voulais faire. Mais à la fin de la journée, si tu fais le meilleur de ces rôles-là puis que tu contribues, tu te démarques à chaque fois, mais ça aussi, c'est une façon de bâtir ton leadership brand, là, finalement, pour pouvoir continuer à grandir. Puis ça te donne la confiance de voir ce que tu es capable d'apprendre puis grandir. Donc, c'est une grande, grande, grande fierté. Je le prends pas pour acquis de pouvoir être un modèle en tout cas pour les jeunes femmes ou les jeunes entrepreneurs, ou pas juste les jeunes femmes, mais les jeunes entrepreneurs qui veulent continuer à grandir dans l'univers d'aujourd'hui. C'est pas facile, mais ça se fait et il faut avoir l'esprit ouvert pour y arriver. Tu as parlé de 25 ans d'entrevue. Ça veut dire qu'on se concentre un poste à la fois, à chaque fois. À chaque fois. Est-ce qu'il y a eu un moment qui a été vraiment difficile dans ces 25 ans d'entrevue où est-ce que tu as douté de pourquoi tu étais là? Il y en a eu plusieurs. Évidemment, il y a des moments qui sont difficiles personnellement autour de toi, puis ta famille ou quoi que ce soit, mais il y a des moments, évidemment, qui sont difficiles en carrière. Et puis, la clé, c'est de pouvoir se relever quand c'est difficile. Hein? Et c'est qu'est-ce que tu fais avec cet apprentissage-là? Moi, en tout cas, j'ai trouvé à travers ma carrière que j'ai appris encore plus à travers les rôles qui étaient peut-être moins un fit pour moi, comme moins un fit naturel, mais ça a développé des habiletés que j'avais pas avant. Alors, encore quand je parle de zone de confort, là, tu t'entreprends des opportunités ou des rôles que tu n'aurais jamais considérés. Ça stretch. Puis de constamment, je suis quand même assez chanceuse de pouvoir travailler pour RBC où on a une grande entreprise, tu 84 000 employés, fait qu'il y a tu peux faire plusieurs plateformes dans la même entreprise et vraiment, vraiment te développer, ou tu peux te spécialiser comme tu veux. Mais de pouvoir vraiment se stretcher dans différents rôles comme ça m'a aidé beaucoup. Des rôles clés comme l'entreprise, des rôles clés comme le premier rôle de gestion, ces rôles-là que j'ai fait au début dans ma carrière, toute l'expérience que j'avais bâtie en succursale m'a aidé beaucoup parce que j'ai appris à faire affaire avec des clients vraiment sur le vif du sujet. J'ai appris à devenir planificatrice financière. À travers tout ça, évidemment, j'ai continué à m'éduquer. C'est important de s'éduquer aussi. J'ai fait mon IMBA, tout ça. Mais bon, encore une fois, des enfants, des grosses jobs, le IMBA, c'est pas facile, mais tu t'organises pour que ça fonctionne. Mais je te dirais, des moments pivots, là, ça aurait été quand je suis devenue directrice de succursale, donc gestionnaire pour la première fois. On m'a fait confiance de gérer une équipe de 45 personnes. J'avais jamais géré de ma vie. Et puis... Quand tu l'as offert ce poste-là, quand tu dis que tu n'avais jamais géré de toute ta vie, est-ce que la première réaction que tu as eue, c'était de dire oui ou c'était de dire non, ou tu as eu des doutes? Est-ce que c'était naturellement, tu as dit oui? C'était non dans ma tête. Parce qu'à ce moment-là, et c'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière, là. À ce moment-là, j'étais planificatrice financière et puis j'adorais être planificatrice financière. J'avais bâti mon book de clients, j'avais développé un beau portefeuille de clients que j'avais travaillé fort pour y arriver. Puis j'adorais faire affaire avec les clients. Alors je me dis, mais pourquoi est-ce que j'irais en gestion? Mais ce que j'ai réalisé à travers les années, c'est que je donnais je faisais beaucoup de mentorat, de coaching pour les gens autour de moi. Puis un de mes mentors m'a suggéré, Nadine, pourquoi tu penses pas au leadership? Je dis, ben non, ça va bien. Je peux continuer à mentorer autour de moi. Alors finalement, après quelques discussions, j'ai essayé le rôle de leadership. Puis tu vois, je suis jamais revenue en arrière, mais ça a été difficile la première année parce que moi, j'avais des idées grandioses j'avais une vision où je savais exactement où est-ce qu'on allait aller avec cette business-là, puis qu'est-ce qu'on pouvait accomplir avec nos clients, avec la communauté, tout ça. Mais la réalité, c'est que mon équipe était pas prête. Fait que moi, je suis allée avec ma vision sans avoir mon équipe avec moi. C'était une de mes premières erreurs de nouvelle gestionnaire. Mais une fois que je me suis, comme j'ai pris un pas de recul, je me suis rapprochée de mon équipe, puis on a bâti le plan ensemble, la vision, puis où est-ce qu'on voulait se donner ensemble, ça a tout changé. C'est là que j'ai pris vraiment un goût pour le leadership. Puis un autre moment qui était vraiment pivot dans un autre rôle que je voulais pas nécessairement prendre, je me voyais continuer à grandir dans ma carrière en tant que gestionnaire, soit en gestion de patrimoine,
dans la banque privée ou continuer à grandir à travers différents aspects de la banque autrement. Mais on m'a suggéré, pense à l'entreprise, au commercial. Mais là, non plus, je voulais pas le faire. C'était comme, c'est drôle, c'est 2 rôles que je voulais pas faire, mais en même temps, c'est 2 rôles qui ont déterminé où je suis aujourd'hui. Ça fait longtemps, ça, là, mais ça a déterminé comment j'ai bâti mes habiletés également, puis comment je pense. Alors, finalement, le commercial, à plusieurs conversations, je l'ai fait. Puis pourquoi je voulais pas le faire? Parce que je m'imaginais, moi, en tout cas, je m'imaginais que c'était pas un fit pour moi. Je sais pas pourquoi, là, mais finalement, ça a été un des rôles que j'ai adoré le plus. J'ai la fièvre de l'entrepreneuriat, c'est au fond de moi. J'ai adoré, j'ai réalisé que je l'avais. J'ai adoré travailler avec des entrepreneurs, les aider à bâtir leurs entreprises et bâtir leur stratégie ensemble. J'ai absolument adoré ça. Mais encore une fois, les premiers 6 mois, 1 an, là, m'a dire que j'en ai arraché. Pourquoi? Parce que je suis arrivée d'un univers complètement différent. J'avais pas encore mon EMBA. Fait que quand tu es au commercial, c'est essentiellement un working MBA. Là. J'avais pas encore mon EMBA. Je savais même pas comment lire des états financiers. Fait que je me disais, comment est-ce que je vais être capable de conseiller mes entreprises, mes clients, si je sais même pas comment lire des états financiers. Alors, j'ai réouvert tous mes livres de comptabilité de l'université. Je suis revenue là-dedans, puis je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire un EMBA. J'ai commencé mon EMBA, puis donc je les ai fait conjointement avec le commercial et un petit peu dans des rôles futurs aussi. Mais ça a été une expérience exceptionnelle. Puis ça aussi, je pourrais pas être ici aujourd'hui si j'avais pas fait ce pas-là vers le commercial, si j'avais pas vraiment roulé mes manches, parce que j'étais déjà une gestionnaire senior. J'ai pris 2 pas en arrière pour faire le rôle de retourner devant les clients à l'entreprise. Puis finalement, j'ai adoré ça. Puis je m'étais donné personnellement un objectif assez stimulant de ce que je voulais accomplir avec mes clients d'entreprise avant d'aller à une prochaine étape. Puis je l'ai accompli, encore une fois, de façon de se démarquer. Puis j'ai aussi utilisé mon expérience leadership pour aider les autres autour de moi. En tout cas, ça a été une expérience incroyable. Puis sans l'entreprise, je ne pourrais pas gérer toute la business, incluant les entreprises d'aujourd'hui. Et sans le EMBA, évidemment, j'aurais pas développé cette capacité à penser un peu différemment. Moi, mon premier degré d'éducation, j'ai fait la psychologie. Fait que ça a été vraiment une évolution là. De la psychologie à la finance, c'est quand même 2 mondes, mais exactement. Je suis sûre que les 2 sont reliés. Mais oui, là, je pense que la psychologie, ça peut être très pertinent dans beaucoup de secteurs. Dans ce que tu dis, ce qui me parle, c'est que tu parles beaucoup de on m'a proposé ça. Je pense qu'on oublie des fois l'impact que des fois notre entourage a sur les décisions qu'on prend. Des fois, ils nous connaissent un peu plus ou ils nous poussent un peu plus dans les on développe nos talents. On m'a proposé, c'est pas qu'on m'a proposé, on m'a demandé de réfléchir à ça après moi, d'aller chercher les opportunités, mais j'y aurais pas pensé sinon. Exactement. Et puis, de travailler dans une organisation où on développe nos talents, c'est comme on fait pas juste le dire, on le fait. Puis on a des objectifs très, très stimulants aussi sur la diversité, s'assurer qu'on regarde à vraiment, évidemment, regarder de passer les bonnes personnes dans les bons rôles, mais en s'assurant de garder la diversité et d'être un leader de ce côté-là. Mais c'est à toi de faire tes preuves après ça dans chaque rôle que tu fais pour pouvoir continuer à grandir. Fait que ça m'a vraiment formée pour mes prochains rôles de gestionnaire, de leadership, les autres opportunités que j'ai prises, que ça soit à m'amener... je suis allée à la gestion des risques, non plus je ne pensais pas le faire, mais cette fois, je suis tellement contente de l'avoir fait parce que là, je comprends tout le background des décisions qu'on prend au niveau de la gestion des risques. C'est plein, j'ai fait plein de rôles, de toutes sortes de plateformes, beaucoup de 25 ans d'entrevues, 25 ans de remise en question, puis de se dépasser, puis de sortir de sa zone de confort constamment. Moi, une des choses qui m'avait remarqué chez toi quand je t'avais vu la première fois, c'est que je trouvais ton énergie rafraîchissante. On va pas se le cacher, le monde de la finance, c'est quand même un monde d'hommes. Je trouvais que tu avais une façon de dégager, d'assumer ta personnalité, ta féminité, ta jeunesse. Puis je me demandais comment on fait en changeant de poste, en montant, et aujourd'hui en étant présidente, pour ne pas se perdre puis conserver un peu notre authenticité puis qui on est à la base, au-delà du titre de présidente. Là, comment on fait pour garder Nadine? Ouais. Ben, faut rester humble. Hein. Moi,
je serais pas une bonne présidente ou une bonne leader pour comme quel que soit le rôle que je fais là si j'étais pas humble. Moi, je sais que je suis arrivée ici grâce, oui, au travail que j'ai fait, puis je me suis roulé les manches toute ma vie, puis il n'y a rien qui est gratuit là. Mais en même temps, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des collègues absolument exceptionnels à travers ma carrière et je continue à travailler avec des collègues exceptionnels. Puis un conseil que je donne souvent, puis que nos jeunes, des fois, ne réalisent pas, c'est que le prochain poste que tu obtiens, que ce soit une promotion ou pas, là, mais le prochain poste pour te développer, là, c'est pas nécessairement le patron qui te le donne. En fait, moi, j'ai pu me développer surtout à cause de l'impact du travail que je faisais avec les gens autour de moi ou mon équipe ou mes collègues. Je serais pas rendue ici si j'avais pas eu le support et si j'avais pas appris des autres. On apprend énormément des autres. Puis je dis souvent, je trouve que j'ai appris encore plus de mes collègues ou de mes équipes que de mes gestionnaires. Alors, les gens qui vous amènent vers le futur, là, c'est pas nécessairement les CEO, les présidents, les patrons, tout ça. C'est aussi vos collègues. Comme aujourd'hui, je regarde le travail que je fais. Je serais pas capable de faire ce que je fais si j'avais pas une superbe équipe autour de moi, si j'avais pas les gens qui avaient la passion puis l'énergie puis le désir de vouloir aller plus loin comme je le veux avec eux. On travaille ensemble pour s'y rendre. Puis c'est la même chose à la maison. Là. Je pourrais pas faire ce que je fais si mon conjoint était pas plus flexible. Alors, on est une équipe à la maison, on est une équipe au travail. Je suis là pour soutenir l'équipe puis vraiment aller plus loin puis amener la business plus loin, mais je pourrais pas le faire sans mes gestionnaires, sans mes collègues autour de moi. Alors, ça, je trouve ça vraiment... c'est donnant-donnant. C'est vraiment intéressant. C'est comme dire de pas trop se focusser toujours à où est-ce qu'on veut arriver, la ligne d'arrivée, mais de revenir peut-être à la dimension humaine, puis de regarder les gens qui sont autour de nous, puis surtout de les valoriser parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre et on a beaucoup à apprendre d'eux. Ils sont une voix aussi, là, parce que je te garantis que quand tu fais un poste comme un poste exécutif comme le mien, il faut que ça passe par le board. Alors, le board, là, comment est-ce qu'ils ont entendu parler d'une Nadine Renaud-Tinker? Ils vont pas mettre une personne sur un poste d'exécutif sans la connaître, peut-être pas personnellement, mais sans connaître ce que cette personne-là elle a accompli. Ils vont aller voir autour, qu'est-ce que les gens disent. C'est ça, ils vont aller demander comme qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'elle a accompli. C'est pas juste les résultats, c'est comment est-ce qu'elle travaille, comment est-ce qu'elle pense. C'est quoi qu'on veut développer, c'est quoi ses aspirations, c'est quoi son expérience. C'est pas juste expérience et ce que tu as accompli, c'est aussi ce que tu as fait à travers les années ou dans ton dernier rôle, admettons, qui est important. Donc, ils vont demander à vos collègues, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait ça. On valide vraiment parce qu'on veut s'assurer de autant que possible mettre les bonnes personnes dans les bons rôles. Quand tu touches tellement de monde comme ça, et les clients et la communauté, il faut que ça soit la bonne personne au bon moment. Alors, l'impact que tu as avec les gens autour de toi, vraiment, ça aide à t'amener aussi, si tu le veux, là. Peut-être à t'amener plus loin. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais pour revenir à... Oui, pour revenir à ma La question qu'on pose souvent aussi, là, Abby, c'est comme, c'est quoi la prochaine étape pour une Nadine, par exemple? Mais encore une fois, c'est pas des rôles que je recherche. Oui, il y a peut-être des rôles ultimes, là, mais je chercherai une façon de continuer à me développer différemment. Alors, il faudrait que ce soit quelque chose de complètement différent de ce que j'ai fait dans le passé pour savoir que je vais pouvoir aller chercher d'autres capacités, quelles qu'elles soient. Mais honnêtement, j'en ai pas mal à continuer à développer en ce moment. Il y a des beaux défis. L'environnement autour de nous change tellement que j'apprends constamment à m'ajuster et à changer de direction et à ajuster la vision et travailler différemment. Alors, c'est l'environnement qu'on a en ce moment. Et bon, on a tous hâte que qu'on soit capable de se voir, là, mais à la fin de la journée, ça nous force à penser différemment et encore une fois, à sortir de sa zone de confort, mais aussi rien prendre pour acquis. Puis ça nous force à nous améliorer, en fait. Alors, moi, c'est ce qui me donne beaucoup d'énergie, c'est de trouver d'autres façons de travailler puis continuer à avoir cet impact-là au niveau de nos équipes, au niveau de nos clients, au niveau de la communauté, même si l'environnement n'est pas idéal en ce moment. Tu as parlé d'évoluer constamment. Tout à l'heure, j'ai parlé de rester soi-même. Est-ce que tu as quand même eu
malgré toi, à changer des facettes de ta personnalité pour un peu mieux fit avec un peu la perception que le monde de la finance ont du patron? Est-ce que tu as eu quand même à adapter certaines choses de ta personnalité en cours de route pour un peu mieux rentrer dans ce carré-là? Mais ça a été plus, honnêtement, j'ai pas aimé ça, mais oui, la réponse c'est oui. Il faut jouer la game un petit peu, mais de la bonne façon, encore une fois, toujours avec humilité. Rester toi-même, évidemment, mais en même temps, si la perception de moi est pas la bonne, admettons qu'on pense que je suis trop, je vais donner un exemple vraiment pas fondé, là, mais que je suis trop action-oriented, puis que je suis pas vraiment aussi proche des clients. Je parle admettons, comme dans le début de ma carrière, c'était ça, j'étais toujours très drivée, je l'ai toujours été, je le suis encore, mais mon approche, elle est tellement différente parce qu'on va tellement plus loin quand on focus sur comment y arriver versus juste les résultats. Alors, c'est ça qui a changé puis qui a évolué dans les années. Puis moi, j'ai travaillé beaucoup mon leadership au niveau de l'aspect personnel, l'aspect connexion, parce que j'étais perçue, c'était pas vrai, là, mais j'étais perçue comme une leader extrêmement driven, c'est vrai, mais en même temps, tu sais, comme qui focusait sur les résultats, fait que peut-être qu'on manquait une partie de l'équation. Fait que moi, quand j'entendais ça, ça me rendait complètement coucou, là. Fait que je me suis dit, OK, alors ce que je dois faire, là, c'est changer cette perception-là. Fait que je fais tout. Quand on me voit de la mauvaise façon, puis c'est pas nécessairement négatif, on m'a mis dans un carcan en disant, ben, pour cette personne-là, pour Nadine, elle, c'est ça, ses forces. Oui, mais moi, je suis en train de te dire que mes forces, c'est aussi ça. Je les ai pas vues encore, mais c'est ça. Fait que c'est à nous de prouver, de changer ces perceptions-là. Les perceptions, des fois, sont difficiles à changer, mais ça se fait. Je l'ai fait toute ma vie. C'est prendre sa place sans tout autant manquer de respect pour les autres. Tu vas avoir le sentiment un petit peu de peut-être pas, j'ai pas envie de dire, comment est-ce qu'on dit ça, l'imposteur, là, mais quand tu commences un nouveau rôle, surtout un rôle important, puis peut-être que tu as le sentiment de l'imposteur au début, puis c'est correct, mais c'est à toi de développer ce que tu as besoin en toi pour changer ça, puis de convaincre les autres qui peut-être qui pensent, peut-être que ça devrait être quelqu'un d'autre qui est dans ce rôle-là. Donc, c'est de changer ces perceptions-là. Puis la meilleure façon de changer les perceptions quand elles sont pas les bonnes, c'est de connecter avec le monde, de démontrer ce que tu es capable. Puis des fois, c'est simplement dans les actions, pas dans les mots, mais dans les actions. Puis au fur du temps, là, les gens commencent à te connaître puis à voir qui tu es exactement. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour changer les perceptions. Puis encore une fois, je reviens avec les collègues. Tes collègues aussi peuvent t'aider parce que tes collègues te connaissent. Alors, en tout cas, j'espère. Et donc, t'es pas seul dans cette évolution-là. Il y a des gens qui vont être là pour te supporter si tu t'organises parce que tu es là pour les supporter également. Fait que c'est beaucoup de travail en équipe et individuellement. On appelle ça du stakeholdering, là. Stakeholder, quand on est à ce niveau-ci. J'ai jamais changé qui je suis, mais j'ai changé peut-être la façon dont je m'exprime et comment j'approche les choses. Donc, comment je m'exprime avec toi versus une audience différente, versus, je sais pas moi, le gouvernement, versus une petite équipe, versus une grande équipe, versus une équipe spécialisée, elle est différente. Fait que je change pas qui je suis, mais je change la façon dont je m'exprime. Par exemple, quand j'ai travaillé à Toronto, moi j'avais commencé à Montréal, là, mais quand je travaille à Montréal, on sait qu'on peut être au Québec, on peut être beaucoup plus ouvert. L'audience, elle est différente. On peut être beaucoup plus personnalisé. C'est ça que les gens veulent. En fait, si c'est trop corporate, ça résonne pas. À Toronto, si je fais ça, les gens vont dire, elle est pas assez corporate, tu sais. J'ai dû m'ajuster quand je suis allée à Toronto, puis comment je m'exprimais, puis comment je faisais mes présentations, puis comment je démontrais qui j'étais. Fait que ça demande un ajustement de qui tu es constamment, pas de tes valeurs, mais comment tu t'exprimes. Mais ça demande de rester attentive à son environnement, dans le fond. J'ai envie d'ajuster constamment. J'ai envie de parler, tu as parlé tout à l'heure de ton EMBA, tu as parlé que tu as fait des études en psychologie. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup du parcours académique, on parle
de personnes qui ont réussi, mais qu'on néglige des fois souvent le parcours de vie. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que le parcours de vie peut être aussi très formateur en termes de valeurs, en termes d'ouverture. Je ne sais pas si beaucoup de monde le savent, mais tu as grandi en Afrique. J'aimerais que tu nous en parles un peu de cette période de ta vie. Oui, j'ai été en Afrique pendant 18 ans. Je suis née, moi je suis enfant unique, mais je suis née au Québec et puis 6 mois plus tard, on était au Sénégal et on s'est beaucoup promené, mais énormément promené. Puis mes parents adoraient l'Afrique. Alors on a beaucoup déménagé en Afrique. On a vécu un petit peu en Europe aussi, mais c'est surtout les pays d'Afrique qu'on a fait là. On a déménagé 12 fois. Alors, est-ce qu'il était diplomate ou Ils étaient diplomates, mais mes parents, parce que quand je dis diplomate, les gens pensent c'est comme haut placé là, mais mes parents, mon père avait pas secondaire, ma mère est pas allée à l'université, alors je suis la première de la famille qui est allée à l'université, qui a fait son premier degré, qui a continué à s'éduquer, qui a fait son MBA. Alors déjà c'est une grande fierté d'être où je suis aujourd'hui pour mes parents, pour ma famille, tout ça, mais ils se sont organisés pour se développer dans le milieu de travail ils ont travaillé, ma mère travaillait pour les affaires étrangères, elle travaillait pour les ambassades, puis mon père travaillait avec l'ambassade du Canada également. Alors, on n'a jamais eu beaucoup, mais par contre, ce qu'on avait beaucoup, c'était l'expérience de vie. Et mes parents m'ont toujours poussé à faire plus et à prendre ta place, et à prendre ta place de la bonne façon, toujours avec respect. Alors, quand tu t'imagines déménager 12 fois dans ta vie, dans ta jeunesse. C'est de l'adaptation, ça. Oui, ça forme. Déjà, ça forme énormément. Et évidemment, ça forme si tu le fais avec esprit ouvert, si tu le fais pour vraiment apprendre à t'inculquer dans la culture, puis bâtir des relations autour de toi et t'impliquer. C'est comme c'est comme un petit peu l'envers. Moi, j'étais la minorité visible, la minorité visible blanche en Afrique. Partout dans mes classes, j'étais une des seules blanches. Puis à chaque fois, j'ai dû premièrement m'adapter à la nouvelle culture de chaque pays, mais deuxièmement faire des amis. Puis ça se fait bien. Mais j'ai envie de revenir là-dessus parce que j'ai été au Sénégal. Puis avant que j'allais le dire justement que j'imagine que tu as été la minorité. Même aujourd'hui, il y a quelques années, j'imagine que tu as été la minorité. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui ont vécu c'est quoi d'être entouré, mais en même temps être seul, puis de regarder autour de soi, de ne pas se reconnaître. Peux-tu me dire honnêtement comment ça a été, puis est-ce que ça a été facile? Ça n'a pas été facile. C'est à chaque fois que tu déménages, c'est pas facile. Déjà, comme dans déménager de ville, mais imaginer déménager de pays, la culture est différente partout où tu vas en Afrique, par exemple. C'est pas parce que tu es en Afrique, la culture est la même, elle est différente dans chaque pays, et même les langues et les dialectes et tout ça, tout est différent partout où tu vas. Puis en plus, tout est vraiment différente. Alors, moi, ça m'a permis de garder un esprit ouvert, évidemment, une curiosité, puis un respect pour les différences. Moi, ça vient vraiment me chercher qu'on soit en 2021 et qu'on ait encore des défis de diversité et d'inclusion ou même des jugements, que ce soit des biens conscients ou conscients, mais tout ça, là, pour moi, j'ai même de la misère à comprendre parce que si tu es ouvert et tu es curieux, ben tu apprécies la diversité, c'est ça qui fait la beauté du monde, la beauté d'une équipe, la beauté du Québec, la beauté du Canada, c'est ça qui fait notre force. Alors, parce que j'ai grandi comme ça, j'ai un point encore plus sensible. Puis parce que ce point sensible-là, des fois, je le manque. C'est comme presque un biais inconscient de voir que peut-être une autre personne à côté de moi au Québec voit pas qui prône pas la diversité. Mais c'est ça un peu le danger, parce que des fois, justement, quand on est tellement sensible, on se rend plus compte à quel point les gens autour de nous ne le sont peut-être pas autant. Exactement. Pour moi, c'est normal. C'est sûr qu'on doit être conscient de la diversité et l'inclusion. C'est ça la vie, là. Mais c'est pas ça la vie pour tout le monde, malheureusement. Je l'ai remarqué. On l'a vu avec les événements de cet été, avec Black Lives Matter, puis avec les événements autochtones. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et moi, je pensais que c'était plus comme inconscient. Mais non, mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur le racisme pur. Là. Même chez nous, là, au Québec, au Canada, là, encore, il y a du travail à faire. On est quand même chanceux
mais c'est encore pire quand on est plus tranquille parce que tu sais pas qu'est-ce que les gens pensent. Alors, pour moi, c'est comme une mission de pouvoir, que ce soit la communauté BIPOC ou PANDAC, devrais-je dire, et LGBTQ+, ou pour moi, la diversité, c'est tout le monde. Donc, ça inclut les femmes et les hommes blancs. Là, comme c'est l'inclusion, c'est tout le monde. Et puis, je réalise que on a encore énormément de travail à faire au niveau des minorités visibles. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, où on a prôné la diversité pendant des années, je trouve qu'on a une belle opportunité de vraiment démontrer ce qui est possible à toutes les entreprises du Québec. Alors, à chaque fois que je rencontre les entreprises au Québec puis qu'on a des discussions, c'est toujours la première chose que je challenge, c'est qu'est-ce que vous faites pour encourager la diversité dans vos entreprises. Puis c'est pas juste les mots qui comptent, c'est les actions. Mais j'aurais envie de te poser la question. Après 18 ans en Afrique, je suis sûre que tu t'es déjà fait appeler africaine parce que rendu là, tu es rendue une africaine de cœur. RBC, c'est un gros bateau. Concrètement, est-ce que tu as cette flexibilité de faire quelque chose? Concrètement, qu'est-ce que RBC fait ou peut faire aujourd'hui concrètement pour aider? Comme tu l'as dit tout à l'heure, des fois, toi, vu que c'est quelque chose que, dans le fond, qui vient te chercher, t'interpeller personnellement, des fois, justement, tu vois peut-être pas la bataille de la même façon parce que pour toi, elle n'existe pas. Concrètement, est-ce que la RBC a la flexibilité de faire quelque chose, d'en faire plus, en tout cas, pour l'inclusion? Oui, on a réagi très fortement aux événements de cet été pour avoir une plus grande voix. Comme pas juste faire ce qu'on sait qui est la bonne chose à faire, là, qui est de s'assurer d'avoir une belle diversité dans tous nos rôles, à tous les niveaux. Mais c'est aussi d'être une voix et d'aider la communauté noire, la communauté autochtone, la communauté pandacée, comme vraiment de vraiment, et LGBTQ+, de vraiment démontrer ce que contribuer d'une façon différente que ce que nous, on fait à l'interne de RBC. Right? Alors déjà, il y a évidemment, il y a des grandes activités qui se font au niveau de tout RBC, et ça va continuer. Mais à mon niveau, oui, j'ai la flexibilité parce que j'ai la flexibilité pour aller chercher les talents que j'ai besoin, puis je regarde évidemment de très, très près ma diversité dans tout ce que je fais. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut contribuer? Avoir des discussions justement là-dessus avec toi, pour moi, c'est important. Des fois, on n'a pas toutes les solutions, là, mais juste commencer la conversation, puis d'écouter, puis de comprendre les défis, juste ça, c'est un bon début. Hein? Puis après ça, on peut agir par rapport à ce qu'on entend. On a investi 100 millions de dollars dans la communauté noire. On a plusieurs activités qu'on fait à travers RBC, mais au Québec, moi, ce que je peux continuer à faire, c'est continuer à garder la conversation ouverte à RBC, mais aussi à l'externe, continuer à faire des partenariats où je devrais dire plus débuter. Parce que cette année, on a débuté des partenariats qu'on n'avait pas avant avec des communautés minorités visibles, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit avoir des discussions avec toi. Comme il y a plein d'organismes au Québec là qui sont pas connus, qui prônent les minorités visibles parce que on a évidemment malheureusement, comme tu sais peut-être Abby, avec la pandémie, les personnes qui ont été les plus touchées malheureusement par les rôles qui ne sont pas encore revenus dans les emplois, c'est les femmes et c'est les minorités visibles. Alors, de vraiment s'impliquer au niveau de la communauté différemment, voir ce que les organismes ont besoin pour aller développer ces talents-là. Parce que ce que je dis encore aux entreprises québécoises, on n'a peut-être pas l'immigration qu'on est habitué à avoir, mais elle va revenir éventuellement. On n'a peut-être pas les étudiants qu'on est habitué à avoir, mais les gens, là, les minorités visibles, elles sont là, on est au Québec. Là. Il faut aller les chercher. Puis peut-être qu'il faut changer un petit peu comment est-ce qu'on how we hire. Ben c'est ça que j'allais dire parce que quand je pense au milieu financier, quand je pense à mes amis, en tout cas, qui ont essayé de rentrer dans le milieu financier, je pense que la première barrière, c'est juste se faire embaucher. Des fois, les processus de recrutement se font d'abord à l'interne. Après, on demande les gens à l'interne de référer dans leur cercle. Fait que dans le fond, c'est la même bulle qui grossit, mais qui se mélange pas trop avec d'autres bulles. Comment on fait justement pour ouvrir la porte à des gens qui ne connaissent pas quelqu'un à l'interne, qui ne peuvent pas se faire référer, qui ont cette motivation, cette expérience-là, qui pourrait faire bénéficier à la banque? Comment on fait justement pour ouvrir cette porte, pour aller chercher d'autres bulles?
Ouais, je pense qu'il faut passer différemment, puis il faut pas dire, ben OK, t'as pas ton MBA, fait que tu qualifies pas. Il faut vraiment, faut prendre nos minorités visibles sous nos ailes, puis de voir la personne qui est devant nous, la capacité de la personne, évidemment, il faut avoir la capacité pour apprendre et la développer. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est de vraiment challenger nos gestionnaires, puis de vraiment regarder, à chaque fois qu'on a un poste, là, c'est qui pourrait qualifier, interne, externe, et puis même si ça, c'est pas dans la boîte habituelle, mais comment est-ce qu'on peut développer cette personne-là, puis de vraiment développer des programmes de développement qu'on ferait pas normalement. Fait que de prendre responsabilité pour développer plus de monde possible de toutes les expériences de vie et de toutes. Dans le fond, c'est être plus flexible dans les critères qui sont souvent très carrés. OK. Ouais, je comprends. Ouais, ça c'est d'aider nos gestionnaires, mes gestionnaires à réaliser que c'est presque un bien inconscient là. Voici les critères là, mais je te demande de ne pas regarder ces critères-là parce qu'il n'y a jamais rien qui est parfait. Il y a toujours plus à apprendre, tu sais. Puis comment est-ce qu'on va pouvoir développer cette personne-là? Regarde la personne, son expérience de vie, ses capacités d'apprentissage, évidemment, et où est-ce qu'on la voit, puis développons-la, que ce soit à l'interne ou l'externe, et puis on va être capable de développer ces personnes-là rapidement, d'aller chercher encore plus de diversité, ce qui est mon objectif, évidemment, puis de donner l'exemple autour de nous, parce que je sais qu'on peut le faire. Bien, je suis contente de t'entendre dire ça parce que, comme tu l'as dit, des fois, les biais sont inconscients. Des fois, c'est dans la formule. Des fois, c'est dans... Tu sais, comme tu as dit, bon, on veut tel diplôme, le parcours de vie, il est tellement dessiné que, dans le fond, il n'y a aucune flexibilité pour quelqu'un qui sort de ce parcours-là. Fait que ça crée une barrière invisible. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir une ouverture. Ouais, puis il faut être prêt à apprendre... faut être prêt à prendre des rôles plus juniors, là, comme je l'ai fait. Là, mais fais tes preuves et puis on va... C'est une de nos grandes forces là, de développer nos talents à RBC. Fait qu'on on veut jamais garder quelqu'un trop longtemps qui a du potentiel. On veut constamment les développer. Alors, il y a plein d'opportunités pour se développer puis aller chercher des apprentissages personnels ou à l'entreprise à travers ces opportunités-là. Même si on commence au bas de l'échelle, moi, c'est ça que j'ai fait. Puis, regarde où je suis aujourd'hui. Tout est possible là, quand on travaille pour et qu'on continue de s'éduquer puis qu'on a de l'impact partout où on va. Je suis 100% d'accord, j'ai rien à dire là-dessus. J'aimerais revenir tu as parlé tout à l'heure de Toronto, tu as parlé de ton mari, de tes enfants. Moi, honnêtement, la première chose à laquelle j'ai pensé, puis je suis sûre qu'il y a d'autres femmes comme moi qui ont pensé, quand j'ai su que tu venais de Toronto, puis en fait, tu as déménagé ici au Québec pour le poste, c'est son mari, ses enfants, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce que son mari a la job? Est-ce que... En fait, Comment ça s'est fait? C'est ça, en fait, ma question. J'ai déménagé 2 fois avec mon mari. Alors, la première fois, ça a été en 2000, quand je venais vivre au Québec pour la première fois. Là, j'avais vécu au Québec, là, ça faisait peut-être 2 ans que je vivais au Québec. Je me disais, là, je déménage plus dans ma vie. Je vais m'organiser pour aller chercher des défis autrement. J'étais tellement contente de finalement vivre chez nous. Mais surtout parce que j'avais trouvé ça très difficile de bâtir des relations au Québec. C'était beaucoup plus difficile qu'en Afrique. Mon plus gros défi, quand je suis revenue au Canada, je sentais pas la porte ouverte autant que ça a été plus difficile de faire ma place au Québec parce que la majorité des Canadiens, pour les Québécois, là, mais ils ont fait toute leur enfance ensemble, leur éducation ensemble, puis moi j'arrivais, puis j'étais pas vraiment considérée comme la Canadienne ou la Québécoise encore, là, fait que j'étais encore l'Africaine. Et ça a été, ça a été plus difficile honnêtement de s'ajuster ici parce que l'ouverture, elle était pas la même. Mais est-ce que tes diplômes étaient africains quand t'es arrivée ici? J'ai étudié au lycée français, fait que ça m'a aidé de garder la même éducation toute ma vie partout où on était. Donc, c'était une école internationale. Donc, ça me gardait la même éducation partout où on déménageait. Mais c'était plus, je te dirais, c'est pas l'éducation, c'était plus la culture, je pense. Moi, je connectais pas avec les mêmes valeurs. C'est moi qui... C'est peut-être moi qui n'étais pas assez ouverte, je me sentais pas à accepter, mais aussi je me voyais pas dans une barrière culturelle qui s'est créée. Oui, c'est ça. Fait que mon propre biais moi-même, puis en tout cas, finalement, je me suis ouvert l'esprit et puis je me suis ajustée, puis évidemment, on a développé des relations, puis les gens se sont ouverts également, c'est arrivé comme en même temps. Mais c'était un défi, honnêtement, c'était la première année, c'était un défi. Puis l'hiver aussi, c'était l'enfer.
Mais ton mari, lui, il t'a suivi dans ton parcours. Comment ça s'est fait pour lui? Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à l'an 2000, lui, il travaillait pour la Bourse de Montréal qui a fermé. Alors, il est allé chercher un poste à Toronto. Lui aussi, il vient du Québec. Il est allé chercher un poste à Toronto. Et puis, je me suis dit, bon, moi, je vais continuer. J'étais planificatrice financière. J'ai continué. J'ai trouvé un poste à Toronto comme planificatrice financière à RBC. Donc, c'est toi tu l'as suivi, toi aussi? Oui, moi, je l'ai suivi. La première fois, je l'ai suivi. Oui, la première fois, je l'ai suivi. Et puis, après ça, 17 ans plus tard, écoute, on était à Toronto pour presque 17 ans. Je suis revenue au Québec, mais là, c'est à cause du poste que je voulais aller chercher. Mais je suis pas revenue comme présidente régionale. Je suis revenue j'étais exécutive, là, mais je suis revenue comme vice-présidente à l'entreprise. Et puis, là aussi, de repartir tout ton réseau d'affaires là, à zéro, là, ça a été quelque chose, mais ça a été une expérience incroyable. Puis je me suis dit, mais en revenant comme vice-présidente exécutive à l'entreprise, ça me donnait une opportunité de qualifier comme présidente régionale potentiellement, mais j'avais aucune garantie. Moi, j'ai donné ma mobilité à RBC. J'ai dit, je suis mobile. J'aurais pu être n'importe où ailleurs au pays. Puis bon, si c'est le cas, on l'accepte et on le fait. Ça a été une aventure. Mais évidemment, dans ma tête, j'espérais vraiment pouvoir venir passer du temps au Québec parce que je savais qu'il y avait plein d'opportunités d'affaires. Je savais le travail que j'avais à faire et qu'est-ce que je voulais travailler avec l'équipe également. Alors, ça a bien tombé. Je suis revenue à l'entreprise. Et puis, quand il y a eu un changement de président régional, il y avait d'autres candidats, mais j'ai travaillé tellement fort pour prouver que ça devrait être moi. C'est ça. Puis encore une fois, l'équipe qui a travaillé avec moi, les changements qu'on a fait ensemble, positifs pour l'entreprise au Québec, la place qu'on a prise parce qu'on n'était pas, étant la troisième banque derrière Desjardins National, on n'était pas aussi visible. Alors, j'ai travaillé très fort pour s'assurer que le Québec, la province, le gouvernement, le savent que RBC, là, on est là. On est présent dans la communauté. On a plus de 2 millions de clients. On gère la business au Québec. Et on prend notre place et on a de quoi offrir, on a une valeur à offrir à nos clients. Et puis, c'est ça qui m'a amené à pouvoir compétitionner pour cette belle opportunité-là. Mais le côté familial, est-ce que ça a été facile de ce nouveau transfert pour toute la famille? Ouais, tu sais, pour moi, c'est encore une fois, c'est comme c'est un autre déménagement. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, une autre opportunité de vie. Mais c'est sûr que pour mon conjoint, puis pour mes enfants, c'est autre chose. Plus difficile pour ma fille, qui est autiste. Alors, les changements, c'est très, très, très difficile. Mais maintenant, ça va bien. On a un bon réseau pour bien l'entourer, tout ça. Mon fils était très jeune quand on a déménagé. Il y avait 1 an. Donc, ça a été assez, pas facile, mais lui s'est ajusté rapidement. Mon conjoint, on avait pris la décision ensemble. C'était, moi, ça fait j'en reviens pas, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, mais ça fait 20 ans qu'il est là à mes côtés et qu'il est là à me supporter pour que je puisse continuer à grandir parce que moi, c'est ma passion de grandir et de prendre d'autres défis. Fait qu'il faut quelqu'un aussi qui est ouvert d'esprit, là. C'est ça. Notre relation, elle n'est pas typique. Elle n'est pas typique. Tu as parlé de ta fille, tu as parlé de ton fils, de ton mari. J'imagine que ta carrière prend une grosse place dans ta vie. Est-ce que tu t'es donné des règles pour garder un équilibre, pas parfait, mais sain ou le mieux possible? Est-ce que tu t'es donné des règles dans ta carrière, des non négociables que tu respectes? Je vous dirais les règles changent constamment parce que l'environnement change constamment. Ouais. Alors, s'il y a une chose, par contre, que j'ai développée dans les dernières années, parce que j'ai vite réalisé que quand je suis revenue au Québec en tant qu'exécutive, ça serait très difficile de continuer si je trouvais pas un nouvel équilibre. Parce qu'avant, tu travailles, puis là, tu te rends compte, tu vieillis, puis c'est pas bon d'avoir un équilibre, de pas avoir d'équilibre personnellement. Et puis, je me sentais pas assez proche de mes enfants. Alors, je me dis, bon, là, faut faire quelque chose. Puis aussi, mon conjoint, là, on est une équipe. Alors, j'ai vraiment la chose que je ne change pas, que je ne bouge pas, c'est les fins de semaine sont super importantes. Alors qu'on soit pré-pandémie ou post-pandémie, les fins de semaine sont super importantes. Alors, tous les événements de fin de semaine, j'en faisais, mais très rarement. C'était très rare que j'acceptais des événements de fin de semaine. Pourquoi? Parce que la semaine, c'est à 200 000 à l'heure, à 200% tout le temps, peu importe l'heure.
à un moment donné, il faut un équilibre. Alors, pour nous, on a décidé en famille que ça fonctionnait comme ça. Mais c'est sûr que s'il y a un défi ou un problème à la business ou à la famille, ben on réajuste. Puis là, ce que j'ai remarqué avec la pandémie, c'est que j'ai dû réajuster encore. Parce que là, il n'y avait plus de limite. Parce que en termes de temps qui était demandé pour moi, c'est sûr que les premières semaines de la pandémie, mais on était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pratiquement, là. C'était quelque chose d'assez fou, mais en même temps, je comprends très bien que c'était temporaire. Mais à un moment donné, il a fallu se réorganiser pour être capable de fonctionner. Puis moi, il faut que je donne l'exemple aussi, là. Si je suis en train de travailler constamment, comment est-ce que je donne l'exemple à mes équipes qui ne décrochent jamais? Alors, c'est de créer l'environnement pour soi, pour pouvoir le créer pour les autres, leur donner la permission. Regarde, je veux pas que tu travailles à 11 heures le soir, puis je veux pas que tu travailles la fin de semaine, à moins que ce soit absolument nécessaire, évidemment. Mais c'est sûr que quand un patron donne cette liberté de vivre à son équipe, c'est sûr que c'est plus facile de se la donner aussi parce que le patron, il le fait, puis bon, il te dit de le faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour décrocher? C'est quoi qui te permet de... Tu as parlé des fins de semaine, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te... Oui. Bien, premièrement, j'arrête d'envoyer des emails la fin de semaine. C'est la première chose parce que si j'envoie des emails, premièrement, c'est déjà que je brise ma loi. Alors ça, je les garde pour le dimanche soir ou le lundi matin. C'est la première chose. Mais en termes de personnellement, à moins que ça soit urgent, personnellement, c'est du yoga. Je fais beaucoup de yoga. Ça fait 25 ans que je fais du yoga. En dedans de mon yoga, il y a de la méditation, mais ça me permet de méditer, mais aussi de me garder en forme. C'est une autre chose qui avait comme pris le bord un petit peu avec tout ce qui s'est passé il y a 10 mois. Puis après 3 mois dans la pandémie, j'ai dit non, ça marche pas. Là, il faut absolument trouver une façon de retrouver ma santé physique et mentale, de garder l'énergie que j'ai besoin de garder pour continuer à passer à travers les moments incertains d'aujourd'hui. Alors, mon yoga tous les jours, sans exception. Et puis, si j'ai besoin d'un petit peu plus de méditation, même si c'est 5 minutes, ben je trouve une façon de le faire mi-journée, fin journée, début du matin. Mais le yoga, ça m'a vraiment, ça me sauve la vie, en fait. Ça, puis mon équilibre de fin de semaine, vraiment garder un esprit calme et ça me permet d'arriver mieux réfléchi aussi dans ce que je veux entreprendre ou dans les décisions que je veux prendre, puis d'être plus là pour ma famille puis mon équipe, parce que je suis plus à l'écoute. J'ai un esprit qui bouge vite. Alors, faut le calmer. Et le yoga et la méditation, ça m'aide beaucoup à se donner le temps de calmer. Oui, vraiment prendre un pas de recul, là, puis OK, wow, là, prends un pas de recul, réfléchis et va chercher aussi ta santé physique, parce que santé mentale, c'est important, mais la santé physique également, il faut rester en forme autant que possible. On peut pas faire tout ce qu'on faisait avant, mais on a d'autres façons de trouver la forme. Ouais. Bien manger, dormir quand tu peux. J'ai dit dormir quand tu peux parce que c'est pas nécessairement ma force. Moi, j'ai comme une phobie, puis ça, j'essaie de le travailler, là, mais j'ai comme une phobie de manquer quelque chose, hein, que ce soit personnellement ou en affaires. Fait que ça me pousse toujours à aller chercher plus loin. Fait que des fois, le sommeil manque, c'est pas bon là, non plus. Là. À 45 ans, je me rends compte qu'il faut que je fasse attention. Quand je dors, je dors, Abby, là, comme je dors. Là, mais ce que j'ai besoin d'aller chercher dans ma vie, c'est peut-être pas d'avoir peur de manquer des choses, mais peut-être 1 heure de plus de sommeil, là, je pense que ça me ferait du bien de temps en temps. Cet équilibre-là, je ne l'ai pas encore trouvé. C'est pas facile, mais en tout cas, c'est important. Alors, je commence à travailler cet aspect-là de ma vie parce que un sommeil, un bon sommeil, ça aide aussi à évidemment rester en forme. Alors, c'est important aussi. Merci vraiment beaucoup, Nadine. Merci de ta générosité, de ta transparence. Moi, c'est une chose que je te souhaite, c'est de garder ton énergie parce que honnêtement, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant de voir que même en étant présidente aujourd'hui de la Direction Québec, tu peux rester toi, tu peux rester... en fait, je trouve que tu as parlé des gens tout à l'heure, des gens qui avaient souvent des idées de toi. Moi, je trouve que tu sembles très transparente et respectueuse. Juste comme ça, je pense, en termes de respect, je pense que quand on a des valeurs importantes, on s'entoure des gens qui ont les mêmes valeurs ou de manière indirecte, ces gens-là absorbent un peu notre énergie puis et le repartagent. Je me rappelle...
juste pour prendre ce rendez-vous-là, j'ai Denis, que je salue, m'avait écrit puis m'avait dit le plus difficile, c'est le rentrer dans l'agenda, mais quand c'est dans l'agenda, on n'annule pas. Puis je pense que ça montre... Ah oui, non, ça, c'est une autre règle d'or, là. J'annule seulement si c'est le CEO qui a besoin de moi. Mais je trouve que c'est une belle façon de montrer justement le respect de ton temps, du temps des autres. Puis je pense que ça montre aussi que l'équipe autour de toi, elle a tes valeurs. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. C'est un plaisir de te parler. Puis je te félicite, Abby, pour tout ce que tu fais. Honnêtement, là, je sais que tu gères ta propre business, mais d'utiliser ta voix, ton expérience de vie pour pouvoir toucher les autres. Et c'est pour ça que je voulais être là. Honnêtement, je trouve ça incroyable ce que tu fais parce que tu touches un aspect d'entrepreneuriat, tu touches un aspect de développement personnel, pousser les jeunes femmes et nos minorités et tous nos jeunes vraiment à penser peut-être différemment quand on n'a peut-être pas la confiance qu'on devrait avoir. C'est correct de pas tout avoir, mais il faut oser, il faut foncer. C'est comme ça qu'on se développe, puis qu'on se challenge, puis qu'on démontre qu'on est capable de faire. Mais ta voix là, dans la communauté est super importante. Alors, je te félicite vraiment là, pour ce que tu fais. Merci beaucoup. En conclusion, j'aimerais remercier les partenaires, vous remercier surtout vous qui avez assisté, mais remercier les partenaires parce que c'est grâce à eux que c'est possible. J'aimerais remercier la Banque Royale, RBC, EY et Gazelle. Et puis, je vous dis à la prochaine et surtout, je vous souhaite d'oser. Donc, à la prochaine.